démarrer notre conférence de ce soir. Vous êtes actuellement un petit peu plus d'une quarantaine à vous être connectés. Nous allons sans doute démarrer d'ici moins de 2 minutes. Voilà, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 février 2021. Notre rendez-vous de l'immobilier aurait dû se tenir à la salle du Sénéchal de Toulouse. En raison de la crise sanitaire, nous l'avons organisé dans les locaux de notre association. Les adhérents qui se sont inscrits peuvent la visionner en direct via la plateforme de visioconférence Zoom. Je les salue et leur demande leur indulgence pour cette première expérience. Ceux qui ne peuvent être en direct avec nous ce soir pourront nous retrouver sur le site internet de l'UNPI 3109. Nous remercions notre intervenant qui a accepté d'être filmé. Le thème de la soirée porte donc sur le régime fiscal des locations nues et meublées. Faut-il louer meublé plutôt que nu? Cette question est souvent posée au plan juridique, ce que nous n'aborderons pas ce soir, mais elle se pose également au niveau fiscal. Pierre Brunet, conseiller en gestion de patrimoine CER France Gascogne Occitane, va nous présenter les avantages et les inconvénients de ces deux régimes fiscaux. Bonsoir, Monsieur Brunet. Bonsoir, bonsoir tout le monde et merci pour votre participation. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter le réseau CER France, partenaire de l'UNPI 3109? Bien sûr, l'association de gestion et de comptabilité CER France donc, est un réseau de comptabilité, mais notre approche ne se limite pas à la comptabilité parce que nous accompagnons nos clients sur les questions juridiques, sociales, fiscales et patrimoniales pour ma part, que ce soit l'accompagnement du chef d'entreprise ou des particuliers. Donc, sur le territoire, le CER France Gascogne-Occitane regroupe 3 départements, le Gers, l'Ariège et la Haute-Garonne. Donc, on a à peu près une trentaine d'agences qui maillent l'intégralité du territoire. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Quelles sont les spécificités du régime fiscal des locations nues? Alors, il faut déjà savoir que la fiscalité immobilière est double. On retrouve principalement 2 régimes, la location nue, nous allons détailler en premier, et la location meublée, qui fera l'objet de la seconde partie de cette présentation. Donc, la location nue, c'est ce que l'on retrouve classiquement dans les revenus fonciers. L'élément principal qu'il faut introduire, c'est qu'il s'agit d'une activité civile. On va voir que, contrairement à l'activité meublée, c'est un pilier de cette distinction qui fait que l'on va retrouver ces deux régimes. La comptabilité foncière est une comptabilité d'enregistrement. Ça veut dire que l'on va retrouver les dépenses et les recettes de l'année, de chaque exercice. On va prendre en compte effectivement uniquement les recettes encaissées sur l'exercice. Et si, par exemple, on perçoit un loyer en retard sur l'année suivante, celui-ci se rapportera à l'exercice suivant. Deux modes de déclaration cohabitent dans la location nue. Donc, le premier, il s'agit du régime microfoncier, qui va concerner les personnes qui ont un revenu, donc des loyers inférieurs à 15 000 €. Et dans ce cas-là, on peut bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30%, qui est censé représenter les charges que l'on aurait. L'avantage de ce régime, c'est qu'il est très simple en termes déclaratifs. Le deuxième régime, c'est le régime réel, où là, on va retrouver une déduction de tous les produits, des charges courantes et des intérêts d'emprunt, pour définir le revenu imposable. Il est important de bien déterminer à l'avance son niveau de charge, mais aussi son revenu, pour savoir de quel régime on dépend et quel est le régime le plus adapté. En effet, le régime micro va concerner les personnes avec moins de 15 000 € de recettes, comme je le disais, mais malgré tout, et même si l'on a par exemple 10 000 € de recettes, on peut opter volontairement au régime réel. Pourquoi faire cette option? Tout simplement si l'on a plus de 30% de charges. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail, à quoi vont correspondre ces fameuses recettes?
Alors les recettes, ce sont les loyers et les fermages pour éventuellement les biens agricoles, et puis tout revenu accessoire ou charges incombant au bailleur mais qui ont été prises en charge par le locataire, voire certaines recettes extraordinaires ou avantages en nature qui sont stipulés dans le bail. Concernant les charges déductibles, on va retrouver principalement les frais de gestion et les frais de garde, les dépenses d'entretien, d'amélioration et de réparation, les charges qui ont été cette fois-ci acquittées par le bailleur pour le locataire, les provisions pour charges de copropriété, les primes d'assurance, les intérêts, donc notamment les intérêts d'emprunt, et toute autre dépense finalement effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Si je réalise de gros travaux, quelles sont les charges déductibles? Alors, en termes de travaux et d'entretien, vont être déductibles quand on est dans le cadre d'une habitation, les dépenses d'entretien-réparation, les dépenses d'amélioration. À l'inverse, les dépenses de construction-reconstruction ne sont pas déductibles. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune de ces catégories? Entretien, amélioration, entretien et réparation, vont concerner tous les travaux réguliers qui sont faits sur le bien, par exemple un chauffe-eau à changer qui ne fonctionne plus. Les dépenses d'amélioration vont être toutes les dépenses qui vont apporter un nouveau confort à l'appartement. Par exemple, je change mon système de chauffage vétuste, je mets du double vitrage. On est vraiment dans des dépenses d'amélioration qui sont déductibles de vos revenus fonciers, donc de vos loyers encaissés. Les dépenses de construction-reconstruction, elles ne sont jamais déductibles des revenus fonciers. Vous transformez une ancienne grange en appartement, ces dépenses-là ne seront pas déductibles. Vous construisez une maison individuelle sur un terrain, ces dépenses-là ne seront jamais déductibles. Donc, si on se prête à un petit exercice qui résume la situation, on va avoir d'un côté, en termes de revenus, finalement, principalement les loyers, et de ces loyers, on va pouvoir déduire les différentes charges, intérêts d'emprunt et charges de copropriété, gestion locative, taxes foncières, entretien ou amélioration. Cela va nous permettre de définir le revenu net imposable. Ce revenu va s'ajouter à vos autres revenus dans votre déclaration d'impôt sur le revenu et sera donc imposé dans la tranche marginale d'imposition. Vous savez qu'en France, l'impôt sur le revenu est progressif. On a une tranche qui commence à 0, puis 11, puis 30, 41 et 45%. Donc là, le taux d'imposition dépend de votre situation personnelle et le revenu sera aussi imposé aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Nous sommes bien d'accord, le montant des mensualités de prêt que je rembourse à la banque n'est pas déductible. Et non, c'est une confusion qu'on fait souvent. Effectivement, le capital qui est remboursé à la banque dans l'annuité d'emprunt n'est jamais déductible. Seuls les intérêts, éventuellement l'assurance décès invalidité, l'ADI que l'on souscrit avec le prêt, sont déductibles. Le remboursement des annuités, jamais. Donc, je vais payer de l'impôt sur un revenu dont je ne dispose pas en trésorerie. Effectivement, c'est la difficulté. Pourquoi? Parce que, en termes de trésorerie, il faut bien rembourser la banque, mais par contre, en impôt, on a un revenu qui, lui, est imposable. Bien, maintenant, en matière de meublé, quel régime fiscal s'applique, Monsieur Brunet? Alors, le régime de location meublée est totalement différent. Pourquoi? Parce que l'on va dépendre du régime commercial, fiscalité commerciale. La location meublée est une activité commerciale et tout va découler de cet élément-là. Les enjeux de la location meublée, ils sont multiples. C'est bien évidemment capitaliser dans une entité immobilière avec une accessibilité financière réduite, la disponibilité de l'immeuble éventuellement, mais surtout compléter ses revenus et maîtriser sa fiscalité. Éventuellement, on peut même bénéficier d'un statut, donc d'un régime social, si l'on est loueur meublé professionnel. La location meublée va concerner finalement tout le monde, que ce soit du neuf ou de l'ancien,
que ce soit des résidences de services, donc résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, EHPAD, résidences de tourisme, donc là où la gestion est confiée à un gestionnaire professionnel, ou même lorsque l'on loue soi-même un appartement détenu en direct. Donc la location meublée va pouvoir s'adresser à tout le monde. Et je peux donc louer à l'année et bénéficier de ce régime fiscal. Oui, ça ne concerne pas uniquement les revenus type Airbnb. Un appartement qui sera loué à l'année, dont le locataire en fera sa résidence principale, sera aussi éligible à cette fiscalité. Qu'est-ce qu'un logement meublé? Alors, un logement meublé, c'est un logement décent qui est équipé d'un mobilier suffisant pour y vivre et s'y installer de manière immédiate. Cela va comporter une table, des chaises, de la literie, voire des couverts et éléments de cuisine. Tout ça est précisé notamment dans un décret, mais l'UNB vous accompagnera là-dessus. Alors, techniquement et concrètement, quelle va être cette fameuse différence entre les revenus fonciers et les revenus PIC, donc de location meublée? En termes de recettes, ce sont les mêmes, les loyers principalement. En termes de déduction, on retrouve les mêmes charges que vues précédemment, qui sont déductibles, donc les intérêts d'emprunt, les frais d'acquisition, charges générales, taxes foncières. On pourra déduire les surcoûts que représente la location meublée, à savoir l'adhésion à un centre de gestion et de comptabilité et des frais comptables. Ceux-ci bénéficient quand même d'une réduction d'impôt égale à 2/3 de ce montant-là. Et on va surtout pouvoir déduire de ces revenus des fameux amortissements. Alors l'amortissement, qu'est-ce que c'est? L'amortissement, c'est la dépréciation dans le temps de votre outil de production. En l'occurrence, votre outil de production, c'est votre appartement, votre bien. On va considérer que comptablement et fiscalement, celui-ci va se déprécier dans le temps. Une cuisine, dans un appartement, va potentiellement être changée au bout de 15-20 ans. C'est cette dépréciation qui va être enregistrée dans les charges et qui va venir réduire votre résultat fiscal. L'amortissement est une notion assez complexe. C'est pour ça que le comptable réalise lui-même le plan d'amortissement en tenant compte de différents critères et en ventilant la valeur du bien. Les murs, par exemple, vont s'amortir sur une durée longue, 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. Tandis que les meubles, le mobilier, lui, va s'amortir sur une durée beaucoup plus courte parce que sa durée de vie théorique est tout simplement plus courte. Donc ces amortissements viennent en déduction des autres charges, ils viennent écraser vos loyers. Si votre résultat fiscal baisse, votre pression fiscale baisse aussi. Donc on se retrouve avec des loyers, des revenus minorés et par conséquent un revenu complémentaire net. Parce que ce qui dit moins de fiscalité dit moins de charges sur l'opération. Ces amortissements représentent-ils une charge de trésorerie? Et non, c'est tout l'intérêt de ce régime. Les amortissements sont simplement des charges comptables et fiscales, mais il n'y a jamais de décaissement de valeur. On permet une baisse de la fiscalité des prélèvements sociaux. Et ils n'ont donc aucun rapport avec les mensualités? Non, autre confusion qu'on fait régulièrement, les amortissements ne sont pas liés au capital amorti et n'ont aucun lien avec le mode de financement du bien. Le plus simple, c'est de prendre un exemple pour chiffrer tout ça. On va retrouver dans la colonne de gauche sur votre écran le calcul en cas de revenu foncier, donc location nue, et sur la droite, le cadre d'une location meublée. On part d'une hypothèse sur un bien d'une valeur de 130 000 €. Les loyers vont être les mêmes. Charges diverses, peu importe, elles sont déductibles, comme la taxe foncière. On voit que le résultat est plus important ici, mais ce résultat, qui générerait à lui seul 800 € de prélèvements sociaux et 1 554 € d'impôts, va être écrasé par les amortissements. Pourquoi? Parce que finalement, les amortissements vont venir gommer mon résultat ici, et donc j'aurai un montant imposable qui est égal à 0.
Sans revenu fiscal, je n'ai pas d'impôt. Par conséquent, on constate que ce qu'il reste, la trésorerie disponible, est beaucoup plus importante dans le cadre de la location meublée que dans le cadre des revenus fonciers. Autre exemple, pour bien comprendre le mécanisme d'amortissement et principalement le régime de location meublée non professionnelle, prenons l'acquisition d'un studio, une valeur de 109 000 €, financé via un crédit d'une durée de 15 ans et générant des recettes de 4 036 € par an. Les charges classiques, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les frais comptables, sont estimés à 3 262 €. C'est finalement le résultat qui aurait été imposable si on a été en revenu foncier classique. L'avantage de la location meublée, c'est qu'il permet de venir imputer, en plus des charges, le fameux amortissement. Dans la mesure où l'amortissement n'est pas consommé dans son intégralité, c'est le cas ici, parce qu'on constate que l'on a moins de recettes que d'amortissement et de charges additionnées, celui-ci n'est pas perdu. Il se reporte sur les années suivantes et de manière indéfinie dans le temps. Effectivement, dans le cas de la location meublée non professionnelle, je ne peux pas faire de déficit. Mon résultat sera égal à 0. L'amortissement non consommé sera reporté. Et qu'en est-il de la distinction entre loueurs meublés professionnels et non professionnels? Alors, effectivement, le régime de location meublée est double. On va rencontrer des loueurs meublés non professionnels et des loueurs meublés professionnels. Les critères de distinction sont au nombre de 2 et sont cumulatifs. Très important. Sera loueur meublé professionnel la personne qui encaisse plus de 23 000 € de loyer et dont ses loyers sont supérieurs à ses autres revenus. Prenons un exemple, un foyer fiscal, un couple, qui a 30 000 € de loyer à meubler, mais 50 000 € de salaire, ne sera pas loueur meublé professionnel. Pourquoi? Parce que même si les loyers sont supérieurs au seuil des 23 000 €, ils ne sont pas supérieurs aux autres revenus du foyer. Je reste donc loueur meublé non professionnel. Les principales distinctions sont au nombre de 3. Le loueur meublé non professionnel ne pourra pas faire de déficit. C'est ce qu'on vient de voir dans le diaporama précédent. Ça veut dire que mon résultat fiscal sera au minimum égal à 0. Je ne pourrai pas faire du moins et venir imputer ce moins sur mes autres revenus. Ce que je pourrais faire si je deviens loueur meublé professionnel. Le deuxième élément concerne les plus-values. Les plus-values immobilières en cas de revente. On va voir comment elles sont calculées et on va voir qu'il y a une incidence entre la loueur meublé professionnel et non professionnel. Le dernier point, et ça a été le cadre d'une actualité très récente qui a été confirmée par la loi de finances de la sécurité sociale 2021, le loueur meublé professionnel est dorénavant assujetti aux cotisations sociales et doit être affilié au SSI, donc l'ancien RSI, et va payer des cotisations sociales comme un professionnel indépendant. Donc les 3 principales différences sont, et je répète, le critère est cumulatif, 23 000 € de recettes, et que ces 23 000 € ou que ces recettes dépassent vos revenus professionnels. Sur le plan justement de la plus-value immobilière, de manière générale, comment est calculée la plus-value immobilière? Se compose de 2 taux d'imposition distincts. Le premier, c'est l'impôt sur le revenu. Taux fixe de 19% et un abattement dégressif dans le temps qui permet d'arriver à une exonération totale au bout de la 22e année. Le deuxième volet, ce sont les prélèvements sociaux. Taux fixe de 17,2%, pareil, qui bénéficient d'un abattement dégressif dans le temps et qui, eux, sont totalement exonérés au bout de la 30e année. Donc, les plus-values que vous réalisez, que vous ayez loué en revenu foncier classique ou en meublé non professionnel, sont totalement exonérées au bout de la 30e année uniquement. La plus-value, comment on la calcule? C'est la valeur d'acquisition, donc la valeur d'achat, plus un forfait frais d'acquisition qui est à 7,5%,
plus un forfait travaux, 15% du prix d'acquisition, si le bien est bâti, et qu'on a détenu plus de 5 ans. Ça va être ma valeur d'acquisition. Et pour calculer la plus-value, je fais la valeur d'acquisition, la valeur de revente moins la valeur d'acquisition. Ça me donne ma plus-value imposable. Et concernant les plus-values, Pierre Brunet, en cas de revente, quel est l'impact de la location meublée non professionnelle? Alors, l'intérêt d'être loueur meublé non professionnel, il est là, c'est que l'on reste sous ce régime des particuliers. Donc, celui que je viens de voir et celui dont vous avez le résumé ici, avec une plus-value qui est dégressive dans le temps et totalement exonérée au bout de la 30e année. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les amortissements qui ont été déduits pendant toute la durée de l'opération ne sont pas réintégrés pour calculer une plus-value. Ça, c'est le cadre du régime des loueurs meublés professionnels. Très bien. En conclusion, comment convient-il de faire son choix entre nu ou meublé? Alors déjà, il est très important de rappeler que cette décision doit s'appuyer sur des choix économiques. Il ne faut pas choisir une fiscalité meublée si son bien ne se prête pas à ce type de location. Il est préférable de payer de l'impôt, d'avoir des locataires, plutôt que de se priver de locataires pour éviter l'imposition. Donc ça, c'est un critère économique qui est toujours bon de rappeler. Ensuite, l'intérêt de la location meublée, on l'a vu, c'est d'avoir une nouvelle charge comptable et fiscale uniquement, qui permet de venir gommer ses revenus et donc avoir plus de trésorerie. En fait, on va chercher une trésorerie positive plus rapidement. Donc, quand la situation économique s'y prête, on peut se diriger vers la location meublée pour maximiser ses revenus disponibles. Merci, Monsieur Brunet, pour cette intervention. C'est moi qui remercie. Si nos auditeurs ont des questions complémentaires à poser, ils peuvent nous les adresser via notre site internet www.unpi31.fr. Nous les ferons suivre à nos consultants spécialisés. Notre prochaine rencontre ici aura lieu le mercredi 3 mars et portera sur la notion de décence du logement. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.